On dit souvent que les panneaux solaires captent le soleil. Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ils ne captent rien. Ils transmutent. Ils transforment l'énergie de la lumière en électricité. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du réacteur, à l'échelle de l'atome, pour comprendre ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. C'est de la physique quantique pure et dure, appliquée sous nos yeux, et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Mais bon, avant de se lancer dans la technique, une petite énigme pour la route. Quel est le lien, a priori improbable, entre le smartphone dans une poche, le sable chaud d'une plage et un panneau solaire sur un toit? La réponse, on va la découvrir, est la clé de tout ce miracle technologique qu'on va décortiquer. Alors voilà, pour comprendre le fonctionnement d'un panneau, il faut commencer par sa matière première, son ingrédient de base. Et cet ingrédient, c'est le silicium. Alors le silicium, à l'état pur, c'est un cristal magnifique. Chaque atome a 4 électrons sur sa couche extérieure et il s'en sert pour donner la main, solidement, à ses 4 voisins. Ça forme un réseau cristallin absolument parfait. Le problème, c'est que c'est trop parfait. Tout est figé, aucun électron ne peut bouger. Et qui dit pas de mouvement d'électrons, dit pas de courant électrique. C'est un isolant, point. Pour se le représenter, imaginez une immense salle de bal. Tout le monde danse en couple. Mais les partenaires se tiennent très fermement les mains. Impossible de traverser la piste de danse, tout est bloqué. C'est ça le silicium pur, une structure superbe mais complètement inerte. Alors, cette énigme du début, on a la réponse? Et oui, le point commun, c'est bien le silicium. Le sable, c'est du dioxyde de silicium et les puces de nos smartphones sont en silicium. Mais attention, comme on vient de le voir, un panneau solaire ne peut pas utiliser du silicium pur. Un isolant, ça ne produit pas d'électricité. C'est là que l'ingéniosité humaine entre en jeu et qu'on doit, en quelque sorte, tricher avec la nature. Et cette triche, ça porte un nom, le dopage. Non, rien à voir avec le sport. Ici, le but, c'est d'introduire volontairement des imperfections dans le cristal de silicium pour le forcer à devenir électriquement actif. On va briser sa perfection pour le rendre utile. Alors comment ça marche? C'est assez malin. On divise le silicium en 2 couches. D'un côté, on y injecte des atomes de phosphore. Le phosphore, il a 5 électrons sur sa couche externe. Quand il prend la place d'un atome de silicium, il y a un électron qui se retrouve tout seul, sans attache. Un électron en trop. C'est notre couche N, comme négative. De l'autre côté, on fait l'inverse. On injecte du bore. Lui n'a que 3 électrons. Du coup, il manque une main pour compléter le réseau. Ce manque, ce vide, on appelle ça un trou. C'est notre couche P, comme positive. Et c'est là que la magie opère vraiment. Quand on colle ces 2 couches N et P, l'une contre l'autre, les électrons en trop de la couche N sont irrésistiblement attirés par les trous de la couche P. En se déplaçant, ils créent à la jonction une barrière, un champ électrique hyper puissant. En gros, on vient de construire un toboggan à sens unique qui n'attend qu'une chose, qu'on lui donne des électrons à faire glisser. Ok, on récapitule. Notre structure est prête, le toboggan électrique est en place, il ne manque plus que l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et cette étincelle, elle nous vient du ciel. C'est la lumière du soleil, ou plus précisément, les particules qui la composent, les photons. Un photon, ce n'est pas juste un grain de lumière, c'est un paquet d'énergie, ce qu'on appelle un quantum. Et le point absolument crucial à comprendre, c'est que chaque photon transporte une quantité d'énergie bien définie, qui dépend de sa couleur, de sa fréquence. Un photon rouge n'a pas la même énergie qu'un photon bleu. Et tout ça, ça tient dans l'une des plus belles équations de la physique. E égale h nu. E, c'est l'énergie du photon. H, c'est une constante, la constante de Planck, on s'en fiche un peu, et nu, c'est la fréquence de l'onde lumineuse. C'est cette simple formule qui va décider si un photon va être utile ou complètement inutile. Alors pourquoi? Parce que pour qu'un photon puisse faire quelque chose, il doit avoir assez d'énergie pour franchir un obstacle, une sorte de ticket d'entrée. En physique, on appelle ça le band gap ou la bande interdite. C'est l'énergie minimale qu'il faut pour arracher un électron de sa liaison. Et pour le silicium, ce ticket coûte très exactement 1,1 électron-volt. La règle du jeu est donc d'une simplicité brutale. L'énergie E du photon qui arrive doit être supérieure à ce fameux seuil de 1,1 électron-volt. Si elle est en dessous, le photon traverse le panneau comme un fantôme. Il ne se passe rien, zéro. Reprenons notre analogie du chamboule-tout. Le photon, c'est la balle. Les liaisons entre atomes, ce sont les boîtes de conserve empilées. Si la balle a assez d'énergie, elle dégomme une boîte, elle brise la liaison et libère un électron. Et cet électron, à peine libre, il voit quoi? Notre fameux toboggan électrique. Il est immédiatement aspiré, et ce flux de milliards d'électrons qui dévalent le toboggan, eh bien, c'est ça, le courant électrique.
Bon, le principe est génial, on est d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que les meilleurs panneaux solaires plafonnent à des rendements de 20-25%? Pourquoi on ne transforme pas 100% de la lumière du soleil en électricité? Eh bien, la réponse n'est pas technologique, elle est dans les lois de la physique. Cette barrière infranchissable, elle porte un nom. C'est la limite de Shockley-Cursor. C'est un calcul théorique qui nous donne le rendement maximal qu'on peut espérer d'une cellule solaire faite d'un seul matériau. Et pour notre bon vieux silicium, cette limite se situe pile poil dans la zone des 20 à 25%. Et pourquoi cette limite? Principalement pour deux raisons. La première, ce sont les photons pas assez forts, ceux qui ont une énergie inférieure à 1,1 électronvolt, comme la lumière infrarouge. Ils n'ont pas le ticket d'entrée, donc ils traversent sans rien faire. C'est de l'énergie perdue. La deuxième raison, c'est le problème inverse. Les photons beaucoup trop forts, comme les ultraviolets. Eux, ils ont largement assez d'énergie pour libérer un électron, oui, mais tout le surplus d'énergie est gaspillé, et pire, il est transformé en chaleur. Et on arrive au grand paradoxe du solaire. On pourrait croire que plus un panneau est au soleil, plus il chauffe et mieux c'est. C'est tout l'inverse. Cette chaleur générée par les photos trop énergiques, c'est l'ennemi numéro 1. Un panneau qui chauffe, c'est un panneau dont la tension baisse et donc dont le rendement s'effondre. Le but est de convertir la lumière, et surtout pas la chaleur. Finalement, un panneau photovoltaïque, c'est bien plus qu'un simple capteur. C'est une machine quantique, d'une précision folle, conçue pour arbitrer des milliards de collisions atomiques chaque seconde. Son travail, c'est de sélectionner uniquement les photons qui ont la bonne énergie et de rejeter les autres le plus efficacement possible. C'est une véritable alchimie des temps modernes. La prochaine fois, on passera de cette théorie fondamentale à la pratique. On va s'intéresser au grand match qui a agité l'industrie, monocristallin contre polycristallin. Et surtout, on répondra à cette question. Pourquoi les panneaux solaires noirs ont-ils presque totalement remplacé les panneaux bleus qu'on voyait partout avant? On verra que derrière cette simple couleur se cachent des choix physiques et économiques cruciaux.